un film que j'aime beaucoup, c'est un film qui procure des émotions fortes. Et je suis heureux en vrai de venir le présenter ici. C'est le conte lui-même qui m'a convaincu, c'est-à-dire qu'on m'a envoyé les épreuves du livre avant qu'il ne soit publié et j'ai été extrêmement touché par cette histoire. Alors, en tant que livre, par la langue écrite, par la littérature, mais aussi par l'histoire qui est racontée elle-même, ce dont elle parle, etc. Le fait que ce soit écrit comme un conte donne une espèce de contraste entre l'apparente légèreté, simplicité, fluidité comme ça du récit et les thèmes et les sujets qu'il aborde, ce qu'il évoque. Donc il y a une espèce d'équilibre assez fin entre, je vous dis, cette légèreté et au contraire de l'épaisseur, de la profondeur, de la gravité. Bon, c'était pas un fantasme de ma part de faire de l'animation, c'est le film qui choisit. L'histoire se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, à proximité des camps d'extermination de Auschwitz en l'occurrence, et il raconte l'histoire d'un couple de bûcherons qui vivent dans une forêt polonaise qui est sillonnée par les passages de trains comme ça, qui sont des trains de déportés, et un enfant est jeté d'un train et ce couple de bûcherons va recueillir cet enfant. Et le film, l'histoire raconte l'histoire de ce bûcheron, cette bûcheronne, cet enfant, mais aussi la personne qui a jeté cet enfant du train. Il y a à la fois un univers de conte pour lequel l'animation était évidemment la forme la plus appropriée parce que c'est celle qui correspond le mieux à cet univers, une maison de bûcheron dans une forêt en hiver sous la neige, etc., etc. Mais aussi pour la partie de la réalité historique, l'évocation des camps, l'évocation des trains de déportés, où l'animation permet une distance par rapport aux choses. C'est un mode d'expression où il est peut-être plus simple de suggérer, d'évoquer, et sans passer par des images explicites, sans avoir à mentir aussi, sans avoir à prétendre. Il n'y a pas d'acteurs qui prétendent qu'ils sont des déportés, ce sont des dessins, les dessins sont là vraiment pour évoquer. Donc c'est pour ça que l'animation s'est imposée dès le début et n'a jamais été remise en question. Comment je me suis investi dedans, en fait l'idée c'était que quand j'ai lu, j'ai eu le sentiment même d'une œuvre classique écrite, et je voulais reproduire la même chose au cinéma, donner le sentiment d'une œuvre classique, intemporelle. J'ai pas du tout été chercher ni les techniques modernes d'animation 3D, etc., ni un graphisme moderne qui serait post-japanime ou quoi. Donc j'ai plutôt été chercher dans les représentations, je dis, qu'on peut appeler semi-classiques, admettons, c'est-à-dire avec des personnages qui sont quand même soumis aux lois de l'anatomie, aux lois de la perspective, et qui rappellent un univers de conte un peu classique, c'est-à-dire un bûcheron qui ressemble à un ogre, une représentation, disons, comme avec, je dirais, des images d'Épinal, une maison dans la neige, au fin fond de la forêt, des branches un peu expressionnistes, etc., etc. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très beau de le faire dire par un vieil homme également, parce que le texte étant écrit comme un conte, il s'adresse aussi aux enfants, dont il y a quelque chose de l'ordre quasi du testament moral comme ça qui est délivré. Et puis dans l'idée de faire un film classique, Jean-Louis Trintignant, c'est un acteur intemporel, c'est un acteur classique, c'est une des plus belles voix du cinéma français, c'est un grand acteur, donc ça va sembler absolument naturel de lui demander d'incarner ce narrateur. Moi j'ai travaillé pendant plusieurs années avec ce qu'on appelle des theme tracks, des musiques temporaires, où là j'ai fait appel aux plus grands compositeurs, j'ai été chopé dans n'importe quel catalogue des musiques, etc., sans me soucier des droits, donc j'avais des très grands morceaux, et lui il vient après. Et quand il définit un peu la structure de l'orchestre avec laquelle il va travailler, c'est là où, sans doute, il se pose la question de la bonne distance, etc. Pas trop de cordes, pas trop de... pas de percussion, pas de ceci, pas de cela, et dans la composition. Donc ça, c'est vraiment le talent d'Alexandre Desplat. Moi, je lui ai donné un peu la grille de ce que je voulais, et c'est vrai que lui, il trouve la bonne tonalité. Mais la bonne distance, c'était vraiment quelque chose... auquel il était extrêmement attentif. C'était même l'enjeu principal pour lui. Le film raconte, si on devait absolument le résumer, il raconte l'homme et la femme dans ce qu'ils ont de pire et dans ce qu'ils ont de meilleur. Alors, ce qu'ils ont de pire, c'est l'évocation des camps d'extermination, le génocide juif. Ce qu'ils ont de meilleur, c'est ces personnages qui sont
qui vont faire une espèce de relais de solidarité pour sauver la vie d'une gamine. Et ces personnages, ils ont un nom dans l'histoire, on les appelle les justes parmi les nations, pour être tout à fait précis. Et quand on fait un conte, les personnages n'ont pas de nom. Et dans le film, le mot juif n'est jamais prononcé, le mot nazi ou allemand n'est jamais prononcé. Et donc les personnages s'élèvent au rang un petit peu d'archétype. Et on rend les histoires plus universelles dans les contes. Le film vous rappelle que vous potentiellement, vous avez en vous un génocidaire en vous. Il est là, il fait partie de l'âme humaine. Mais potentiellement, vous êtes possiblement une victime également. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes potentiellement aussi injuste. C'est-à-dire qu'il est à notre portée à tous de bien se comporter et d'avoir une boussole morale en état de marche, même quand le monde s'écroule autour de nous. Il y a plein d'endroits aujourd'hui, dans notre époque et dans notre environnement intellectuel, politique, etc., où on a l'impression que les choses s'écroulent. Même dans cet écroulement, on a toujours le choix et le libre arbitre pour bien se comporter. C'est ce que le film nous raconte.